On a construit Machu Picchu pour qu'il soit vu seulement par ceux qui ne devaient jamais le raconter. La brume accroche encore les crêtes quand tu imagines le premier vrai choc. Pas un choc de film, un choc d'humidité, de souffle coupé, de pierres froides sous la main. Tu avances, une marche, puis une autre. Et soudain, comme si la montagne avait décidé d'ouvrir une paupière, une ville entière apparaît, posée entre ciel et abîme, trop précise pour être un hasard, trop silencieuse pour être une simple ruine. Et c'est là que la question te mord. Si cet endroit est si spectaculaire, pourquoi l'empire Inca l'a-t-il caché au point que les conquistadors ne l'ont jamais trouvé? 1911. Un homme arrive dans la vallée de l'Urubamba avec un objectif clair et un ego bien chargé. Hiram Bingham, professeur à Yale, a une obsession, retrouver la dernière capitale des Incas, Vilcabamba. Il a des mules, des porteurs, des lettres officielles, et cette certitude de l'explorateur qui pense que le monde n'existe vraiment que lorsqu'il l'a noté dans un carnet. Mais l'histoire a un détail qui change tout. Machu Picchu n'était pas perdu pour tout le monde. Les paysans locaux connaissent l'endroit. Ils y cultivent parfois des parcelles. Certains y montent pour se protéger, pour chasser, pour récupérer des pierres. La montagne n'a pas effacé la mémoire, elle l'a simplement gardée à l'échelle d'un village, pas à celle des livres. Tu sais ce que ça implique, et c'est crucial pour comprendre le mythe. La cité perdue est une invention de perspective, perdue pour les cartes occidentales, pas pour les Andes. Et ça, c'est important parce que ça nous force à poser la bonne question. Pas qui l'a découverte, mais qui a intérêt à ce qu'on la découvre tard, et de cette manière. Le récit classique raconte qu'un guide local, souvent identifié comme Melchor Arteaga, conduit Bingham vers les ruines. Il y a aussi, dans certaines versions, un enfant qui ouvre le chemin, une silhouette minuscule devant l'immensité de la pierre. Bingham note, mesure, photographie. Il comprend très vite qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, même si ce n'est probablement pas Vilcabamba. Et pourtant, c'est lui qui donne à Machu Picchu son passeport mondial. Ce moment est fascinant parce qu'il te montre comment naît une légende, pas seulement d'une découverte, mais d'un cadrage. Dès que Machu Picchu devient la cité perdue, elle devient un écran. On projette dessus des fantasmes de trésors, de bibliothèques, de survivants, d'ordres secrets, de technologies impossibles. Le style narratif que tu aimes, ce mélange de preuves, de manque, de vertige, fonctionne ici à merveille, parce qu'il y a, réellement, des zones d'ombre. Templiers et France 1. Alors, on descend au cœur du mystère. Qu'est-ce que Machu Picchu, historiquement, de façon vérifiable? La majorité des archéologues s'accordent sur un point solide. Machu Picchu a été construit au XVe siècle, durant l'apogée de l'Empire Inca, et il est fortement associé à Pachacútec, le souverain qui transforme un royaume régional en puissance continentale. Pourquoi c'est important? Parce que Pachacútec n'est pas juste un roi, c'est un réformateur, un stratège, un bâtisseur d'État. Quand il fait ériger un site, ce n'est pas pour le décor. C'est pour une fonction politique, religieuse, symbolique. Mais la fonction exacte, c'est là que les hypothèses commencent. Une des idées les plus acceptées, Machu Picchu aurait été un domaine royal, une sorte de résidence de prestige liée à Pachacútec, combinant retraite, cérémonial, administration et contrôle d'un territoire. Ce n'est pas une villa de vacances au sens moderne, évidemment. C'est un nœud de pouvoir. Un endroit où l'empereur peut s'absenter de Cusco tout en restant au centre du monde, parce que l'Inca, dans la vision andine, n'est pas juste un dirigeant, c'est un pivot cosmique. Et la ville, justement,
ressemble à un pivot. Regarde comment elle est posée. Une crête étroite entre deux sommets, Machu Picchu et Huayna Picchu, avec des pentes si abruptes que ton corps proteste rien qu'en les imaginant. Choisir ce lieu n'est pas pratique. C'est une déclaration. Pourquoi c'est important? Parce que si c'est une déclaration, elle s'adresse à quelqu'un, à des dieux, à des ennemis, à la montagne elle-même. Chez les Incas, les montagnes ne sont pas des décors, ce sont des êtres, les apus, des esprits puissants, protecteurs, parfois exigeants. Les apus donnent l'eau, la fertilité, mais réclament respect et rituel. Alors, construire une cité au sommet, c'est comme construire un palais sur l'épaule d'un géant vivant. Tu ne le fais pas sans raison. Et c'est là qu'une autre couche se glisse, la couche du sacré. Machu Picchu n'est pas une simple agglomération. On y distingue des zones clairement cérémonielles. Un temple du soleil, des autels, des rochers sculptés qui semblent dialoguer avec la forme des montagnes autour. Il y a l'Intihuatana, cette pierre taillée dont le nom est souvent traduit par « l'endroit où l'on attache le soleil ». Les guides te diront parfois que c'était un calendrier, d'autres diront un observatoire. La vérité prudente est plus subtile. C'est un objet rituel lié au ciel, à l'ordre cosmique, à l'autorité. Pourquoi c'est important? Parce que l'astronomie inca n'est pas de la curiosité scientifique. C'est une manière d'organiser le temps, donc d'organiser la société. Et si tu contrôles le temps, tu contrôles les hommes. Sauf que Machu Picchu a une particularité que beaucoup de vidéos survolent trop vite. Son système d'eau. Des fontaines en série, une canalisation soigneusement pensée, une distribution qui respecte à la fois la pente et l'usage. Les terrasses agricoles ne sont pas juste belles, elles sont un dispositif technique pour stabiliser le sol, drainer, éviter les glissements et créer des microclimats. Ici, l'ingénierie n'est pas un bonus, c'est la condition de survie de la ville. Et ça mène à une question un peu dérangeante. Si les Incas étaient capables de faire ça ici, pourquoi l'ont-ils fait ici, précisément, là où c'est le plus difficile? Tu peux sentir l'attente monter, parce que chaque réponse sérieuse ouvre une nouvelle porte. Hypothèse 1. Machu Picchu est un sanctuaire discret, un lieu de rite lié au soleil, aux montagnes, à l'eau, un endroit où certains rituels doivent rester à distance des regards, même à l'intérieur de l'Empire. Hypothèse 2. C'est une forteresse symbolique, plus qu'une forteresse militaire. Un lieu qui dit « Le pouvoir peut se retirer dans la montagne et rester intact ». Hypothèse 3. C'est un point stratégique dans le réseau des routes Incas, un nœud de circulation entre Andes et Amazonie lié à des échanges de produits rares, plumes, coca, plantes médicinales. Pourquoi ces hypothèses sont importantes? Parce qu'elles dessinent 3 Machu Picchu différents. Le temple, le palais, le carrefour. Et le vrai Machu Picchu pourrait être un mélange des 3, ce qui le rend encore plus difficile à enfermer dans une étiquette. Maintenant, la partie que tout le monde adore. Pourquoi a-t-il été abandonné? Là, il faut être honnête. On ne possède pas un document Inca qui dit « Nous quittons Machu Picchu parce que… » Les Incas n'ont pas laissé de chroniques écrites comme l'Europe médiévale. Leur mémoire passait autrement, et une partie s'est brisée avec la conquête. Mais on peut raisonner avec des indices. L'arrivée des Espagnols au XVIe siècle déclenche un effondrement politique, des guerres, des déplacements forcés et surtout des épidémies. Beaucoup de maladies arrivent, avant même les conquistadors, dans certaines régions, via les réseaux de contact. Un site comme Machu Picchu, dépendant d'un système organisé de travailleurs, de ressources, d'entretien des terrasses et des canaux, devient fragile si la structure impériale s'effondre. Pourquoi c'est important?
parce que ça transforme mystère romantique en mécanique de survie. Une ville peut mourir sans être attaquée, simplement parce que le fil qui la nourrit est coupé. Et pourtant, il y a un détail qui refuse de se laisser expliquer par la seule logistique. Si Machu Picchu a été abandonné dans le chaos, pourquoi n'a-t-il pas été réoccupé massivement? Pourquoi la nature l'a repris si complètement, au point qu'il faille une redécouverte médiatisée? C'est là que les histoires locales deviennent précieuses. Dans les Andes, on raconte des choses sur les lieux hauts, pas forcément comme des contes pour enfants, plutôt comme des avertissements. On parle de silhouettes qui apparaissent au bord de la brume. Dukukus, ces êtres entre l'homme et l'ours, associés aux montagnes et aux pèlerinages, gardiens ambigus des hauteurs. On parle du condor comme d'un messager entre le monde d'en haut et celui d'en bas. On parle d'Amaru, le grand serpent mythique, lié à l'eau et aux profondeurs. Est-ce que ce sont des créatures réelles au sens biologique? Non, et il faut le dire clairement. Mais est-ce que ces figures ont une influence sur la manière dont un lieu est approché, respecté, évité? Oui, et c'est ça qui est fascinant. Une cité peut rester fermée, non pas par une porte, mais par un récit. Imagine un paysan qui connaît les ruines. Il pourrait y monter, y vivre, y piller des pierres. Mais si le lieu est perçu comme un espace des apus ou comme un endroit où l'on ne dérange pas le sommeil du soleil, tu n'y vas pas pour t'amuser. Tu y vas avec prudence ou tu n'y vas pas. Et là, on touche à quelque chose de très moderne. Le secret n'est pas toujours une conspiration. Parfois, c'est une relation. Les Incas, eux, avaient une relation avec la pierre. Et quand tu regardes la taille des blocs, l'ajustement, l'absence de mortier, la précision des joints, tu comprends pourquoi certains esprits partent en vrille et crient aux technologies impossibles. Il faut remettre les choses à leur place. Oui, l'architecture Inca est extraordinaire. Non, elle n'exige pas des lasers. Elle exige du temps, une organisation, une connaissance intime des roches, des techniques d'abrasion, de percussion, de polissage, et surtout, une main-d'œuvre coordonnée par un État capable de mobiliser. Pourquoi c'est important? Parce que la vraie merveille n'est pas magique, c'est politique. La pierre parfaite est la trace d'un empire parfaitement organisé. Mais, et voilà le « mais » que tu attendais, il reste des angles qui dérangent. Par exemple, certains rochers semblent sculptés pour imiter la silhouette des montagnes au loin, comme si la cité voulait devenir un miroir du paysage, comme si le bâti devait s'aligner non seulement avec le terrain, mais avec une idée cosmique de la forme. Et si Machu Picchu n'était pas seulement un lieu où l'on vit, mais un instrument pour accorder le monde, le ciel, l'eau, la pierre, le pouvoir. Je te pose la question franchement. Si tu avais été un prêtre inca, chargé de protéger l'équilibre entre les hommes et les forces de la montagne, tu aurais choisi un endroit banal, ou tu aurais choisi l'endroit où, à l'aube, la lumière frappe exactement là où tu le veux? Parce que c'est là que l'attente s'épaissit. On a parlé de la découverte, des fonctions possibles, de l'abandon. Et pourtant, on n'a pas encore touché à ce qui fait réellement trembler Machu Picchu, ces zones d'ombre concrètes, celles qu'on peut pointer du doigt. Il y a des grottes, il y a des espaces semi-souterrains, il y a des passages qui donnent l'impression d'avoir été faits pour être vus, puis oubliés. Et il y a ce fantasme persistant, presque universel, dès qu'une cité ancienne se tient sur une montagne. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Dans un instant, on va descendre. Pas au sens métaphorique. Descendre dans les couches où la pierre n'est plus un mur, mais une peau. Et là, une hypothèse controversée apparaît. Pas comme un fait,
mais comme une question qui refuse de mourir. Si Machu Picchu est un sanctuaire, est-ce qu'il abrite un secret qu'on n'a pas encore correctement compris, parce qu'on le cherche au mauvais endroit? Sous Machu Picchu, la montagne ne se contente pas de porter la ville, elle la cache. Tu peux le sentir, rien qu'en regardant la façon dont les Incas ont choisi leurs rochers. Certains ne sont pas posés, ils ont l'air d'avoir été libérés de la montagne, comme si la cité n'avait pas été construite, mais révélée. Et quand tu te mets à penser comme eux, une idée devient presque évidente, presque inquiétante. Si l'endroit est un sanctuaire, alors le plus important n'est peut-être pas ce qu'on voit, mais ce qu'on n'est pas censé déranger. On va descendre, oui, mais pas comme dans un documentaire de voyage. On va descendre comme on descend dans une phrase qu'on n'aurait pas dû entendre. Il existe, à Machu Picchu, des cavités naturelles, des anfractuosités, des espaces semi-souterrains utilisés et aménagés. Rien de sensationnel au sens hollywoodien. Pourtant, dans la logique andine, une grotte n'est jamais juste une grotte. C'est une bouche, une respiration, une porte possible vers Luku Pacha, le monde d'en bas, celui des ancêtres, des graines, des eaux cachées et des forces qui ne se montrent pas en plein soleil. Pourquoi c'est important? Parce que ça change la fonction du moindre passage obscur. Un escalier qui semble mener nulle part peut mener à un endroit qui compte plus qu'une place centrale. Dans cette vision, le visible est souvent l'habillage. Le vrai dialogue se fait avec ce qui se tient derrière. Regarde le temple du soleil. Sa maçonnerie courbe est parmi les plus raffinées du site. Juste en dessous, il y a une cavité souvent évoquée par les chercheurs et les guides, parfois appelée mausolée dans la littérature touristique, parce qu'elle possède une forme, une position et un soin architectural qui suggèrent un usage rituel lié aux morts ou aux ancêtres. Les spécialistes restent prudents sur le terme, et ils ont raison. Nommer trop vite, c'est enfermer trop vite. Mais le fait, lui, est solide. Un espace sombre, soigneusement intégré sous un bâtiment solaire, ce n'est pas un hasard. Pourquoi les Incas auraient-ils collé l'obscurité à la lumière? Parce qu'ils ne les opposaient pas comme nous. Chez eux, l'équilibre est un système. Le soleil n'existe pas sans l'ombre, l'eau visible dépend de l'eau invisible, le pouvoir des vivants s'ancre dans la présence des morts. Et là, tu sens la première torsion du récit. Machu Picchu n'est pas seulement vers le ciel. Machu Picchu est aussi vers dessous. Maintenant, on touche à une autre pièce du puzzle, une pièce très concrète, les corps. Quand Bingham et son équipe fouillent le site au début du XXe siècle, ils découvrent des restes humains. Pendant longtemps, une histoire a circulé avec une facilité presque suspecte. Une cité de femmes, des vierges du soleil, un lieu réservé aux élus. C'était séduisant, ça sonnait mystérieux et ça se vendait bien. Le problème, c'est que la science a cette manie agaçante de revenir casser les jolies phrases. Des analyses ostéologiques menées plus tard montrent une réalité plus nuancée. Les individus enterrés à Machu Picchu ne correspondent pas à un seul profil. On y trouve des hommes et des femmes, des âges variés, et surtout des indices qui suggèrent des origines diverses à l'intérieur de l'Empire. Certaines études isotopiques, en examinant la signature chimique des dents et des os, indiquent que des personnes ont pu grandir dans des régions différentes avant d'arriver ici. Pourquoi c'est important? Parce que ça raconte Machu Picchu comme un lieu de rassemblement, pas comme une communauté isolée. Un endroit où l'on amène des gens, où l'on affecte des fonctions, où l'on organise une micro-société au service d'un projet supérieur. Et là, on peut enfin parler de la mécanique Inca qui fascine autant qu'elle fait peur. La mita. La mita, c'est le système de travail obligatoire au service de l'État, une forme de taxe en temps et en effort.
Ce n'est pas l'esclavage tel qu'on l'imagine dans certains clichés. C'est un outil administratif massif. L'Empire mobilise des milliers de personnes pour construire, terrasser, irriguer, ouvrir des routes. Les gens viennent, travaillent, repartent, selon une logique planifiée. Pourquoi c'est important ? Parce que ça explique comment une ville aussi difficile à bâtir a pu sortir de la pierre. Pas par magie, par organisation, par une bureaucratie du sacré. Et ça te donne une image presque moderne. Machu Picchu comme un chantier d'État, mais un chantier qui n'a pas pour but une mine ou un marché. Un chantier qui a pour but un symbole. Alors, qui vivait vraiment là ? Probablement des spécialistes, prêtres, astronomes, ritualistes, gardiens, artisans, cultivateurs des terrasses, porteurs, serviteurs attachés à la maison royale et des travailleurs assignés temporairement. Dans les Andes, le pouvoir n'est pas seulement dans l'or. Il est dans la capacité à nourrir, à déplacer, à faire circuler, à faire respecter l'ordre des saisons. Les terrasses, les canaux, les fontaines, tout ça, c'est une manière de contrôler la vie. Et tu sais ce qui est troublant ? Cette ville semble conçue pour fonctionner sans laisser beaucoup de place au hasard, comme si chaque marche te disait « Tu es en train de suivre un parcours ». Par exemple, le découpage entre secteurs n'est pas neutre. Certaines zones paraissent plus publiques, d'autres plus restreintes. L'accès au temple du soleil, l'espace cérémoniel, les grandes pierres dressées, ce sont des endroits où l'on ne traîne pas en discutant de la pluie et du beau temps. Même aujourd'hui, sans croire à quoi que ce soit, tu sens la différence de texture dans l'air. Une cour n'a pas le même silence qu'un sanctuaire. Pourquoi c'est important ? Parce que ça suggère que Machu Picchu était aussi une scène rituelle, une mise en forme du monde. Et c'est ici que la question des secrets devient plus subtile que le simple fantasme de trésor. Tu veux du spectaculaire ? D'accord. Parlons du trésor. Dans l'imaginaire populaire, Machu Picchu est forcément lié à l'or des Incas, à ses cargaisons disparues, à l'idée qu'un empire entier aurait caché ses richesses dans la montagne. Historiquement, on sait que les Espagnols ont cherché des trésors partout, qu'ils ont pillé des temples, qu'ils ont fondu des œuvres d'art. On sait aussi qu'une partie des biens, des objets, des savoirs, a échappé au pillage par fuite, par dispersion, par simple impossibilité d'accès. Mais le trésor le plus réel de Machu Picchu n'est pas une salle remplie de métal, c'est la ville elle-même. Et plus encore, c'est le fait qu'elle ait pu rester à l'écart des conquistadors. Pourquoi c'est important ? Parce que si Machu Picchu n'a pas été trouvé, ce n'est pas seulement grâce à la végétation. C'est aussi grâce à la géographie, à l'absence de mentions claires dans les récits coloniaux, à l'effondrement administratif qui a dispersé les réseaux d'information, et probablement à une forme de silence local. Le secret, parfois, tient dans une décision collective, ne pas guider l'étranger. Maintenant, une autre réalité historique, moins romantique, mais essentielle, les objets emportés. Au début du XXe siècle, Bingham et son équipe transportent vers les États-Unis une grande quantité d'artefacts, céramiques, outils, restes, fragments. Une partie est étudiée à Yale. Pendant des décennies, la question de la restitution devient un sujet sensible entre le Pérou et l'université. Finalement, au début du XXIe siècle, des accords permettent le retour d'un grand nombre de pièces au Pérou. Pourquoi c'est important ? Parce que ça te montre que Machu Picchu a deux histoires parallèles, celle de la montagne et celle des institutions. Les secrets ne sont pas seulement dans la pierre, ils sont aussi dans les boîtes, les inventaires, les caves de musées et les négociations.
Et c'est ici que je te lance une idée presque ironique. La cité est restée cachée pendant des siècles, et quand elle redevient visible, une partie d'elle repart à nouveau, mais dans un autre type de cachette, beaucoup plus moderne, beaucoup plus propre, des réserves universitaires. Tu sens le goût étrange de ce paradoxe. Bon, on revient aux ombres. Dans la cosmologie andine, il existe souvent 3 niveaux. Le monde d'en haut, le monde d'ici, le monde d'en bas. Anam Pacha, Ke Pacha, Uku Pacha. Tu n'as pas besoin d'y croire pour comprendre que cette structure influence l'architecture. Une cité qui veut être complète doit parler à ces 3 mondes. La montagne offre naturellement les 3. Le sommet, les terrasses où l'on marche et les cavités où l'on disparaît. Et là, les figures mythiques entrent en scène, pas comme des monstres de cinéma, mais comme des forces de narration. La Maru, le grand serpent, est lié aux eaux souterraines et aux transformations. Il n'est pas juste un animal. Il est le symbole de ce qui circule sous la surface et nourrit le visible. Le condor, lui, traverse les hauteurs, messager entre le monde des hommes et celui des puissances. Et le puma, souvent associé au monde intermédiaire, incarne la force terrestre, la maîtrise de l'espace. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu vois Machu Picchu, tu vois une ville serpent par ses canaux et ses lignes de circulation, une ville condor par son rapport aux cimes, une ville puma par sa posture stable sur une arête impossible. Même si tu trouves ça poétique, ça te donne une clé. La cité est construite comme un récit mythique en pierre. Maintenant, laisse-moi te raconter une scène. Imagine une cérémonie au lever du jour. Le brouillard est encore bas. Un prêtre monte lentement vers un point précis, pas parce qu'il aime l'effort, mais parce que chaque marche est une phrase. Derrière lui, des porteurs portent des offrandes, coca, chicha, textiles. Les terrasses en contrebas sont silencieuses. On arrive près d'une pierre taillée, une waka, un objet sacré, pas sacré au sens décoratif, mais sacré parce qu'il concentre une présence. Le prêtre se tourne vers la montagne. Il ne prie pas dans le vide. Il parle à un être. Puis, au moment exact où la première lumière frappe un angle choisi, il dépose l'offrande. Pourquoi c'est important? Parce que si Machu Picchu est un instrument, alors les rites sont la manière de le jouer. La cité n'est pas seulement un lieu, c'est une action répétée. Et là, tu comprends pourquoi les rumeurs de passage, de chambres, de zones interdites existent depuis si longtemps. Les secrets ne sont pas forcément des caches, ce sont des fonctions. Aujourd'hui, les archéologues utilisent des méthodes non invasives pour mieux comprendre ce qui se trouve sous le sol. Relevé précis, analyse géologique. Parfois, des techniques de détection qui permettent d'identifier des cavités, des anomalies, des structures enfouies sans tout casser. À Machu Picchu, la prudence est extrême parce que le site est fragile, protégé et déjà sous pression touristique. Pourquoi c'est important? Parce que ça signifie que même si quelqu'un criait « tunnel » demain matin, il faudrait des années de travail méthodique pour confirmer et encore plus pour intervenir. Le secret, ici, est aussi imposé par la responsabilité. Mais il y a une autre dimension, plus dérangeante. Certaines parties de Machu Picchu sont fermées, non pas par un mur, mais par le corps humain. Prends Huayna Picchu, ce pic qui se dresse derrière la ville comme une lame. L'accès est limité, contrôlé, parce que le chemin est dangereux. Et sur ces pentes, il existe des structures, des terrasses, et surtout une grotte sanctuarisée souvent appelée « Temple de la Lune » dans l'usage courant, un espace avec des niches taillées, une sensation de chambre sacrée.
un endroit qui n'est pas au centre des cartes postales, mais qui ressemble précisément à ce que tu imagines quand tu entends, ce qu'il gardait hors de vue. Pourquoi c'est important? Parce que ça te rappelle quelque chose de simple et de brutal. Même dans une cité archi-visitée, il reste des lieux où la majorité des gens ne va pas. Pas par interdiction politique, par vertige. Et c'est là que je te propose un renversement. Et si le secret de Machu Picchu n'était pas un coffre caché sous une dalle, mais un itinéraire, un parcours conçu pour sélectionner ceux qui peuvent le suivre, ceux qui acceptent la fatigue, la peur, le souffle court. Ceux qui, littéralement, gagnent le droit d'arriver jusqu'à certains espaces. Dans beaucoup de traditions, un sanctuaire n'est pas protégé par des soldats. Il est protégé par la difficulté. La montagne sert de gardien. Et dans ce gardien, on projette des visages. Le coucou, le condor, la marou. Des créatures qui influencent les humains non par leurs griffes, mais par les règles qu'elles imposent à l'imagination. Respecte, avance doucement, ne profane pas. Alors, on arrive à la fin de cette partie avec une question qui pique. Si Machu Picchu était un domaine royal et un sanctuaire, pourquoi a-t-on construit, sur les pentes, des espaces qui ressemblent à des chambres rituelles discrètes, comme si certaines cérémonies devaient se faire à l'écart du cœur visible de la cité? Et surtout, qu'est-ce qu'on faisait exactement dans ces grottes? Des offrandes, des initiations, des dialogues avec les morts, une forme de science sacrée du ciel et de la pierre? Dans la prochaine partie, on va suivre un fil très précis, un fil de lumière. Parce qu'à Machu Picchu, le soleil n'éclaire pas seulement, il indique. Et si tu penses que c'est juste une jolie métaphore, attends de voir ce que certaines orientations et certaines dates font à la ville, comme si la pierre, un instant, se mettait à parler. À Machu Picchu, le soleil ne se contente pas d'éclairer. Il accuse. Tu peux marcher au milieu des murs, sourire comme un touriste heureux. Et pourtant, à certains instants, la lumière tombe si précisément sur une pierre que tu as l'impression d'avoir dérangé une expérience en cours. Comme si quelqu'un avait réglé le ciel pour que, une fois par an, une ombre dise « Voilà l'heure ». Et si c'était ça, un des secrets les plus dérangeants de la cité, ce n'est pas une ruine, c'est un mécanisme. On commence par un fait simple et vérifiable. Les Incas observaient le ciel avec une rigueur impressionnante, mais pas selon notre réflexe moderne du télescope et des chiffres. Ils lisaient l'horizon, les points de lever et de coucher, les cycles du soleil, de la lune, et ils reliaient ça à l'agriculture, au calendrier rituel, à la légitimité du pouvoir. Pourquoi c'est important? Parce que, dans un empire sans écriture alphabétique, le temps est une forme de gouvernement. Celui qui annonce la saison contrôle les récoltes. Celui qui fait revenir le soleil, symboliquement, tient la peur et l'espérance dans sa main. Alors, quand tu vois le temple du soleil à Machu Picchu, cette maçonnerie courbe, fine, presque arrogante, il faut oublier l'idée du joli bâtiment. Ce temple a des fenêtres, des ouvertures, des angles. Et dans beaucoup de sites andins, ces ouvertures ne sont pas placées au hasard. Elles servent à marquer des moments clés, notamment autour des solstices. Pourquoi c'est important? Parce qu'un solstice, pour un état agraire, c'est un battement de cœur. Tu rates le rythme, tu perds la récolte. Tu perds la récolte, tu perds l'empire. Mais Machu Picchu ne se contente pas de marquer. Il met en scène. Prends l'Intihuatana, ce bloc taillé, souvent présenté comme le cadran ou le poteau d'amarrage du soleil. Déjà, la légende du nom est intéressante. Beaucoup de noms que nous utilisons aujourd'hui sont tardifs, reconstitués, popularisés par des guides, parfois basés sur des mots quechua, parfois sur des interprétations.
on ne sait pas avec certitude comment les Incas l'appelaient. Pourquoi c'est important? Parce que ça te rappelle une chose, même notre vocabulaire est un brouillard. Et dans le brouillard, les mythes poussent vite. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que des pierres rituelles de ce type ont souvent été détruites dans la période coloniale, parce qu'elles incarnaient un culte que les autorités espagnoles voulaient briser. Le fait que celle de Machu Picchu soit encore là est rare. Pourquoi c'est important? Parce que cette survie renforce l'idée d'un lieu resté à l'écart, d'un sanctuaire qui n'a pas été rééduqué à coups de marteau. Maintenant, tu veux un frisson? Observe la logique. Un empire qui détruit des symboles religieux. Laisse celui-ci intact. Non parce qu'il l'a respecté, mais parce qu'il ne l'a pas trouvé. Et là, on revient au mystère initial, mais avec un nouvel outil. La lumière. Imagine la scène au solstice. Tu as la ville en dessous, les terrasses comme des gradins, l'horizon découpé par les crêtes. Le soleil arrive. Le rayon glisse. Et pendant quelques minutes, une pierre devient une horloge vivante. Les Incas n'avaient pas besoin d'un panneau solstice. Ils avaient un monde sculpté qui le prouvait. Pourquoi c'est important pour notre histoire? Parce que si Machu Picchu est synchronisé avec le ciel, alors il n'est pas seulement une résidence. C'est un endroit où l'on confirme l'ordre cosmique. Et si tu confirmes l'ordre cosmique, tu confirmes que l'Inca a le droit de régner. Mais la vraie question, celle qui fait monter la tente, est plus piquante. Pourquoi faire ça ici, sur une arête perdue, quand Cusco, la capitale, possède déjà des temples majeurs et une organisation astronomique sophistiquée? Voilà où les hypothèses sérieuses deviennent passionnantes. Certaines lectures voient Machu Picchu comme une sorte de retraite royale. Oui, mais une retraite choisie pour une raison rituelle. Un lieu où le souverain et son entourage peuvent accomplir des cérémonies spécifiques, liées aux montagnes sacrées, loin des regards trop nombreux de la capitale. Pourquoi c'est important? Parce que plus un rite est politique, plus il a besoin de contrôle. Un rite vu par trop de monde devient incontrôlable. Un rite discret reste un outil. Et là, le paysage te donne une autre clé. Machu Picchu est à la frontière. Non pas une frontière sur une carte avec une ligne rouge, mais une frontière écologique. Andes hautes, vallées et plus bas, l'Amazonie qui commence à respirer. Or, pour les Incas, les zones de transition sont des zones puissantes. Là où deux mondes se touchent, les forces se mélangent et les rituels prennent un goût dangereux. Tu sens le basculement? On n'est plus dans une ville sur une montagne. On est dans un carrefour de mondes. C'est ici que les créatures entrent vraiment en jeu, mais d'une manière qu'on peut expliquer sans inventer. Dans les Andes et l'Amazonie, les récits parlent souvent d'êtres lisières, des gardiens, des trompeurs, des messagers. L'Okuku, cet homme-ours des hauteurs, apparaît dans certaines traditions comme un médiateur entre l'humain et la montagne. Le Chula Chaki, figure amazonienne connue dans plusieurs régions, est décrit comme un esprit de la forêt, capable d'imiter quelqu'un pour te perdre. Et le condor, lui, plane comme une idée. Il relie l'en haut et l'en bas. Pourquoi c'est important? Parce que ces figures ne sont pas des monstres au sens zoologique. Ce sont des règles de comportement en costume mythique. Elles disent « Ne franchis pas la limite sans respect. Ne te crois pas propriétaire d'un passage. Ne vole pas à la montagne ce qui ne t'appartient pas. » Alors quand Machu Picchu, littéralement, s'installe sur une limite, tu comprends pourquoi on a pu le protéger par le récit autant que par la géographie. La montagne garde, la forêt égare, le ciel observe, et les humains, eux, apprennent à ne pas parler trop fort. Maintenant, une autre pièce, plus froide,
plus scientifique, mais tout aussi intrigante. L'origine des personnes qui vivaient ici. On a déjà évoqué que les restes humains retrouvés indiquent une population diverse. Ce genre de diversité colle bien avec un centre qui attire ou qui reçoit des gens de différentes régions de l'Empire, peut-être des spécialistes, peut-être des serviteurs, peut-être des artisans choisis. Pourquoi c'est important? Parce qu'un sanctuaire ou un domaine royal n'est pas censé être local. Il est censé être impérial. Il doit représenter le monde que le souverain prétend tenir. Et voilà la question que peu de gens osent poser franchement. Et si Machu Picchu était une maquette de l'Empire, pas sur une table, mais à l'échelle du paysage? Regarde les terrasses. Elles sculptent la pente, elles ordonnent la terre. Regarde les canaux. Ils guident l'eau comme on guide un peuple. Regarde les parcours. Ils te font passer d'un espace à un autre, comme une cérémonie te fait passer d'un état à un autre. C'est ici qu'une idée controversée, mais intellectuellement fascinante, apparaît. Machu Picchu comme quipu de pierre. Le quipu, ou quipu, ce système de cordelettes et de nœuds, est un fait historique. On sait qu'il servait à enregistrer des données, notamment administratives. On débat encore, et c'est là que la controverse devient intéressante, sur la capacité de certains quipus à encoder des informations plus complexes, peut-être narratives. Pourquoi c'est important? Parce que si l'Empire savait écrire autrement, alors nos catégories, ils n'avaient pas d'écriture, donc ils n'avaient pas de secret. S'effondrent. Ils avaient peut-être des secrets, mais pas sous forme de papier. Dans cette perspective, Machu Picchu pourrait être une mémoire spatiale, un récit qu'on lit en marchant, un ordre qu'on comprend par la progression, un texte fait de seuils et de places. Tu trouves ça trop poétique? D'accord. Alors on revient au concret. Pourquoi l'orientation, l'eau et le parcours seraient-ils organisés avec autant de soin si la ville n'était qu'une résidence? Et là, un petit détail te saute à la gorge. L'entrée. L'un des accès les plus célèbres, celui qui te donne cette vue de carte postale après une montée, porte un nom parlant, Inti Punku, la porte du soleil. Même si le nom actuel est une appellation que l'on emploie aujourd'hui, la fonction symbolique est claire. Arriver par là, c'est entrer dans la ville comme on entre dans une cérémonie. La cité ne se révèle pas progressivement, elle te frappe au moment voulu. Pourquoi c'est important? Parce que ça suggère une mise en scène de l'arrivée. Et quand une arrivée est mise en scène, c'est rarement pour des raisons pratiques seulement. Ajoute à ça un autre élément, presque comique si on le dit vite, mais très sérieux si on le pense bien, le pont. Il existe sur un chemin une construction souvent appelée pont Inca, un passage étroit où des troncs pouvaient être placés ou retirés. L'idée est simple, tu enlèves une partie, tu coupes le passage. Pas besoin de mur, la montagne devient une porte. Pourquoi c'est important? Parce que ça prouve qu'on a conçu l'accès comme contrôlable. Une ville qui peut se fermer sans soldats, c'est une ville qui a été pensée pour rester inaccessible au bon moment. Et là, la tension monte encore. Si l'accès est contrôlable, c'est qu'il y a quelque chose qu'on protège. Mais attention, protéger ne veut pas dire protéger de l'ennemi. Protéger peut vouloir dire protéger du regard. Maintenant, on change légèrement d'échelle. On regarde le ciel autrement. Les Incas, et plus largement plusieurs cultures andines, accordaient une grande importance à la Voie lactée, appelée Mayu, la rivière céleste. Et voici un fait qui donne le vertige. Ils observaient non seulement les étoiles brillantes, mais aussi les constellations sombres, ces formes dessinées par les nuages de poussière dans la Voie lactée. On y reconnaît, selon les traditions, des silhouettes comme un lama, un renard, un crapaud, des êtres visibles dans l'absence de lumière. Pourquoi c'est important?
parce que ça renverse notre façon de lire le ciel. Eux lisaient l'ombre comme une présence. Et Machu Picchu, encore une fois, adore l'ombre. Regarde maintenant l'Urubamba, la rivière qui serpente en bas. Son cours entoure presque la montagne comme un bras. Beaucoup ont noté le parallèle symbolique, la rivière terrestre comme reflet de la rivière céleste. Ce n'est pas une preuve mathématique, mais c'est une cohérence culturelle. Pourquoi c'est important ? Parce que si la cité est posée au-dessus d'une rivière et sous une autre rivière dans le ciel, alors Machu Picchu se place littéralement entre deux mailloux, comme un point d'équilibre. Et si tu es entre deux rivières, tu es dans un passage entre mondes, passage entre saisons, passage entre vivants et ancêtres. C'est là qu'on doit parler d'un sujet qui rend certains spectateurs nerveux, les momies. On sait historiquement que les souverains incas morts, les Malkis, n'étaient pas simplement enterrés et oubliés. Ils pouvaient être conservés, consultés, intégrés à la vie politique, sortir lors de cérémonies. Les ancêtres n'étaient pas absents, ils faisaient partie du pouvoir. Pourquoi c'est important ? Parce que si Machu Picchu est un lieu royal et rituel, la question de la présence des ancêtres devient centrale. Et les cavités, les espaces sous le temple du soleil, les zones discrètes, prennent une autre couleur, celle d'un dialogue avec ceux qui ne parlent plus. Est-ce qu'on a une preuve qu'une momie royale a dormi ici ? Non, pas de preuve directe simple. Mais on a le contexte culturel qui rend l'idée plausible comme fonction rituelle générale, et on a l'architecture qui place l'obscurité sous la lumière. Et maintenant, je te lance un autre caillou dans l'esprit. Le nom. Machu Picchu signifie souvent « vieille montagne » en quechua et « Huayna Picchu » jeune montagne. Mais plusieurs chercheurs ont souligné un point intrigant. Les noms qui se sont imposés peuvent ne pas correspondre aux noms incas originaux du site. Des documents coloniaux mentionnent parfois des toponymes proches, et certains travaux modernes suggèrent que le site aurait pu être connu sous un autre nom à l'époque, possiblement lié au pic voisin. Pourquoi c'est important ? Parce que si nous appelons la ville par un nom qui n'est pas le sien, alors nous la regardons déjà de travers. Et si on la regarde de travers, on manque les indices qui ne se montrent qu'à ceux qui savent comment demander. Tu sens la montée ? On a le ciel, l'eau, les parcours, les grottes, les récits, les ancêtres. On est prêt à tomber dans le grand piège, croire que le secret est une chose cachée. Et si le secret était plutôt une règle ? La règle, ici, pourrait être « Ce lieu n'existe pleinement que lorsqu'on le traverse dans le bon ordre, au bon moment, avec le bon respect. » Ce n'est pas mystique au sens de fantômes qui font du bruit. C'est une technologie sociale, une manière de produire du sacré. Et ça, c'est exactement le genre de secret qui ne se vole pas. Parce que tu peux voler un objet, mais tu ne peux pas voler un usage sans la communauté qui le comprend. Alors, voilà le petit retournement qui arrive plus vite qu'on ne le voudrait. Et si Machu Picchu n'avait jamais été conçu pour durer éternellement ? Pas au sens « ils l'ont bâclé », au contraire. Mais au sens « certains lieux rituels sont faits pour fonctionner dans une période précise, sous un règne précis, avec un calendrier précis. Quand l'empire s'effondre, le lieu perd sa raison d'être. Il devient dangereux à habiter, non pas parce qu'il est hanté, mais parce qu'il est déconnecté de l'organisation qui le nourrit. Et là, le silence du site prend une autre signification. Ce n'est pas la nature qui a mangé la ville, c'est l'empire qui a cessé de la faire parler. Je te laisse avec une dernière image, parce qu'elle va nous servir de clé pour la suite. Imagine une porte qui n'est pas une porte, un passage qui peut être ouvert ou fermé en retirant quelques troncs. Imagine une ville qui contrôle son accès comme un coffre, mais un coffre sans serrure visible,
et au-dessus, le ciel, qui, à certaines dates, allume les pierres comme des balises. Dans la prochaine partie, on va suivre cette idée jusqu'au bout. Une cité qui peut se fermer, une cité qui choisit ses visiteurs, et une cité dont le secret le plus solide n'est peut-être pas ce qu'elle cache, mais ce qu'elle refuse de montrer à la foule. Parce qu'à Machu Picchu, le plus grand danger n'est pas toujours l'ennemi. Parfois, c'est la curiosité. Le plus grand secret de Machu Picchu n'est pas caché derrière une porte. Il est caché derrière une habitude. Parce qu'aujourd'hui, la cité est ouverte. On peut y marcher, la photographier, la raconter, la vendre sur un mug, la coller sur un fond d'écran. Et pourtant, plus on la regarde, plus quelque chose se referme. Comme si Machu Picchu te laissait entrer dans ses couloirs, mais pas dans son sens. Tu veux comprendre pourquoi certains secrets restent inaccessibles? Alors il faut parler de ce que personne n'aime entendre. Ce lieu est vivant, fragile, et il se défend. Pas avec des soldats, avec la pierre qui glisse, avec l'eau qui ronge, avec la foule qui pèse. Machu Picchu, c'est une ville qui tient parce que les Incas l'ont bâtie comme on bâtit un barrage contre la catastrophe. Sous tes pieds, il y a plus de drainage que de spectacle. Des couches de pierre, de gravier, de terre. Une architecture invisible dont le but est simple: empêcher la montagne de s'effondrer. Pourquoi c'est important? Parce que ça signifie que le miracle n'est pas seulement la maçonnerie que tu vois. Le miracle, c'est ce que tu ne vois pas et que tu peux détruire sans t'en rendre compte. Et c'est là que naît une vérité moderne, très concrète, presque triste. Certaines zones sont fermées parce qu'elles ne supportent plus d'être aimées. Un escalier peut être fermé parce qu'il est trop étroit, trop exposé, parce qu'une chute n'est pas un mythe, mais une statistique. Un sentier peut être limité parce que la roche s'effrite, parce que la végétation retient le sol, parce qu'un million de semelles transforme un chemin sacré en entaille. Pourquoi c'est important? Parce que ça te donne une lecture nouvelle du mot « secret ». Parfois, on ne cache pas pour garder un trésor. On cache pour éviter une disparition. Mais attention, ça ne résout pas tout. Ça explique les barrières d'aujourd'hui, pas le mystère d'hier. Alors on remonte le fil, mais d'une autre manière. Pas « qu'est-ce qu'ils ont caché », plutôt « qu'est-ce qu'ils ont voulu préserver ». Tu te souviens de l'idée de parcours, de sélection, de vil instrument. Maintenant, imagine que Machu Picchu n'est pas une destination finale. Imagine que c'est un nœud dans un paysage sacré plus vaste, une sorte de phrase au milieu d'un discours. Et si tu n'as pas le reste du discours, la phrase te paraît belle, mais incompréhensible. Dans les Andes, le sacré n'est pas enfermé dans un bâtiment. Il est étalé dans la géographie. Sommets, rivières, sources, rochers singuliers, passages. Les huacas ne sont pas toutes des temples. Certaines sont des pierres, des lieux, des formes. Pourquoi c'est important? Parce que Machu Picchu, dans cette logique, n'est pas une ville. C'est une constellation de points rituels organisés sur une arête, orientés vers des montagnes personnes, nourris par une eau personne, éclairés par un soleil personne. Et là, un autre secret apparaît. Le secret du regard. On croit comprendre Machu Picchu en le regardant comme une carte postale. Mais les Incas le regardaient comme un dialogue. La montagne en face n'était pas jolie, elle était quelqu'un. Tu veux une image simple? C'est comme si tu entrais dans une pièce où tout le monde parle une langue que tu ne connais pas. Tu peux admirer les gestes, les vêtements, l'ambiance. Tu peux même deviner quelques émotions. Mais le message, le vrai, te glisse entre les doigts. Et c'est ici qu'on touche à ce qui fait le plus mal aux amateurs de mystère
avec solution. Il existe des secrets qui ne sont pas un coffre à ouvrir, mais une langue à réapprendre. Le quechua a survécu, oui, sous plusieurs formes. Des traditions ont survécu. Mais la grande grammaire rituelle impériale, celle d'un État qui gérait des calendriers, des obligations, des cérémonies à l'échelle d'un continent, a été brisée. Pourquoi c'est important? Parce qu'un lieu peut rester intact physiquement et devenir illisible culturellement. Une cité peut être ouverte au public et rester fermée aux sens. Et là, tu comprends pourquoi tant de théories tournent en rond. Elles cherchent une chose cachée, parce qu'une chose se trouve, se montre, se prouve. Alors qu'ici, le secret ressemble davantage à une méthode. Comment marcher, quand regarder, quoi offrir, à qui parler, quoi taire. C'est frustrant. Et c'est précisément ce qui rend Machu Picchu si addictif. Mais tu sais, ce qui relance l'intrigue. Un détail simple. Malgré notre ignorance, la cité continue de produire des sensations très nettes, presque universelles. Les gens montent là-haut et disent « on se sent observé » ou « on se sent petit » ou « on se sent calme d'une manière étrange ». Pourquoi c'est important? Parce que ça prouve que l'architecture n'agit pas seulement sur le corps, mais sur la psychologie. Les Incas savaient composer des lieux qui t'influencent sans te toucher. Un peu comme une musique. Personne ne te pousse. Et pourtant, tu changes de rythme. Alors, si Machu Picchu influence les humains, parlons des êtres qui, depuis des siècles, influencent aussi la manière dont on se comporte dans les Andes. On a déjà croisé le Condor, l'Amaru, l'Ukuku. Ici, je veux ajouter quelque chose de très concret. Ces figures mythiques, même si elles ne sont pas réelles comme un animal qu'on capture, ont un effet réel sur la Terre, parce qu'elles modèlent des décisions. Un récit peut protéger une source parce qu'on te dit qu'elle appartient à un esprit. Un mythe peut empêcher un pillage parce qu'on te dit que celui qui vole sera suivi par une malédiction. Une histoire peut maintenir une distance respectueuse, là où un panneau interdit finirait ignoré. Pourquoi c'est important? Parce que la frontière entre folklore et conservation est parfois plus mince qu'on ne croit. Les créatures, ici, sont aussi des règles écologiques déguisées. Et puis, il y a les animaux réels, ceux qui font glisser le mythe dans le présent, le serpent qui traverse une terrasse, le puma qu'on n'aperçoit presque jamais mais dont l'idée plane, les condors qui apparaissent comme des points noirs sur un ciel trop grand. Quand tu vois un condor tourner au-dessus des ruines, tu comprends pourquoi tant de peuples ont pensé que le ciel avait des messagers. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'observation chargée de sens. Maintenant, on arrive à la partie où le récit doit se retourner. Tu t'attends peut-être à ce que je te dise « le secret final est un tunnel » ou « un trésor » ou « une chambre interdite ». Je pourrais te servir ça. Ça ferait une bonne miniature, une bonne musique dramatique, et tu cliquerais. Mais le vrai twist, celui qui fait mal parce qu'il est plausible, c'est un autre. Le secret le plus efficace de Machu Picchu, c'est qu'on l'a transformé en objet. On a pris un lieu qui était un acte rituel, politique, cosmique, et on l'a réduit à une image. On a remplacé entrer dans une relation par prendre une photo. Et, sans même s'en rendre compte, on a fait exactement ce que les anciens récits mettaient en garde. On a voulu posséder. Pourquoi c'est important? Parce que la possession casse le sacré. Un sanctuaire n'est pas un produit. Il te demande quelque chose en échange. Du silence, de la fatigue, du respect, parfois même de renoncer à comprendre trop vite. Et là, Machu Picchu se venge d'une manière élégante. Il te laisse tout voir, sauf l'essentiel. Tu peux connaître le plan, les noms des temples, les dates.
Tu peux même apprendre des hypothèses archéologiques solides. Et pourtant, si tu ne changes pas ta posture intérieure, la cité reste muette. C'est une fermeture sans cadenas, une archive sans porte, une bibliothèque où tous les livres sont ouverts, mais écrits dans une logique que tu n'as pas apprise. Alors, qu'est-ce que Machu Picchu cache au final? Il cache peut-être une chose très simple, la preuve que le pouvoir n'était pas seulement militaire. Il était aussi esthétique, cosmique, organisateur du temps. Il cache la démonstration qu'une civilisation peut gouverner en alignant des pierres avec des montagnes et des saisons, en transformant un paysage en argument politique. Il cache peut-être aussi une leçon plus intime. Certaines grandeurs ne supportent pas la foule. Elles se laissent effleurer, pas avaler. Et si tu veux une dernière image, une dernière scène, prends celle-ci. Tu es seul, très tôt, avant le bruit. La brume est encore là. Les terrasses ruissellent comme si la montagne transpirait la nuit. Le soleil n'est pas encore monté, mais l'air change déjà. Tu t'assois, tu ne filmes pas, tu ne parles pas, tu attends. Et, pendant quelques secondes, tu sens presque ce que les anciens ont voulu faire ici, arranger le monde pour qu'il t'oblige à ralentir, pour qu'il t'oblige à écouter. C'est peut-être ça, le secret de la mystérieuse cité de Machu Picchu. Elle n'est pas une énigme qu'on résout, c'est une présence qui te mesure. Alors je te laisse avec une question, simple mais inconfortable. Si Machu Picchu te donnait 1 minute de vérité, pas 1 minute de spectacle, 1 minute de vérité, est-ce que tu chercherais à la raconter? Ou est-ce que tu accepterais de la garder en toi, comme on garde un feu qu'on ne veut pas éteindre? Parce qu'il y a une différence immense entre comprendre et consommer. Et cette différence, Machu Picchu te la met dans les mains sans te prévenir. On croit souvent que les grands mystères doivent se résoudre, qu'il existe, quelque part, une phrase finale, une porte cachée, une salle scellée, un voilà qui fait taire tous les pourquoi. Mais certains lieux ne fonctionnent pas comme des énigmes. Ils fonctionnent comme des miroirs. Tu arrives avec tes attentes, trésors, tunnels, révélations. Et la cité te renvoie ton propre visage, ta hâte, ta curiosité, ta faim d'histoire, parfois même ton besoin de croire que tout est fait pour être expliqué. Et c'est là que la minute de vérité devient dangereuse, parce qu'elle ne te donne pas un secret sur eux, elle te donne un secret sur toi. Si Machu Picchu te parlait, peut-être qu'il ne dirait pas « Voici ce que nous cachions ». Peut-être qu'il dirait « Voici ce que tu fais quand tu ne sais pas ». Quand l'Inca construisait un lieu comme celui-ci, il ne pensait pas en termes de tourisme, ni même en termes de postérité. Il pensait en termes de relations. Relation avec la montagne, relation avec l'eau, relation avec le ciel, relation avec ceux qui viendraient après, mais seulement si ces après savaient encore se tenir devant la pierre comme on se tient devant quelque chose de plus ancien que soi. Et ça, c'est une idée presque insupportable pour nous. L'idée qu'on n'est pas toujours les destinataires, qu'un lieu peut exister sans nous attendre, qu'un sanctuaire peut être construit pour fonctionner dans une logique où notre regard moderne n'est qu'un bruit de fond. Tu l'as peut-être déjà ressenti, même sans aller là-bas. Ce moment où tu visites un endroit magnifique et où, au lieu de le vivre, tu t'entends penser « ça ferait une super photo ». Comme si ton cerveau transformait automatiquement l'expérience en preuve. Comme si, sans preuve, l'instant n'existait pas. Or Machu Picchu, lui, te propose l'inverse. Il te rappelle que l'expérience peut être réelle même si personne ne la valide. La minute de vérité, peut-être, c'est celle où tu comprends que le secret ne tient pas à ce que la cité cache, mais à ce qu'elle exige
un ralentissement, une attention, une forme de respect qui ne dépend pas d'une religion, mais d'une maturité. Et si tu veux une image pour sentir ça, imagine le contraste. D'un côté, les pierres taillées au millimètre, ajustées avec une patience que notre époque a presque oubliée. De l'autre, nos pas pressés, nos regards qui sautent d'un point à l'autre, comme si la beauté devait être avalée en accéléré. Les Incas ont mis des années, des décennies, des générations peut-être, à perfectionner cette manière de parler en pierre. Et nous, on veut comprendre en 3 minutes, avec un résumé, une théorie, un top 5 des secrets. Tu vois le décalage? C'est là que la vérité pique, parce qu'un lieu comme Machu Picchu n'est pas seulement un objet archéologique, c'est une leçon sur le temps, sur ce que ça coûte de construire une civilisation, sur ce que ça coûte de la perdre, et sur ce que ça coûte, ensuite, de prétendre la posséder avec des mots. Alors, si la cité te donnait 1 minute de vérité, elle pourrait te demander 1 minute de silence. Pas un silence gêné, un silence actif. Celui où tu acceptes de ne pas tout traduire immédiatement. Celui où tu laisses un mystère respirer. Celui où tu te dis « Je n'ai pas besoin de tirer une conclusion maintenant ». Parce que c'est peut-être ça, le feu dont on parlait. Un feu n'est pas fait pour être brandi comme un trophée. Un feu, si tu veux qu'il reste vivant, tu le protèges du vent. Tu ne le jettes pas dans la foule. Tu le gardes assez près pour qu'il te réchauffe, mais assez loin pour qu'il ne te brûle pas. Et les secrets fonctionnent pareil. Surtout les secrets des lieux anciens. La question n'est pas « Qu'est-ce qu'ils ont caché ?» La question est « Qu'est-ce qu'ils voulaient empêcher de devenir banal ?» Peut-être qu'ils savaient qu'un jour, des gens viendraient chercher une histoire à vendre. Peut-être qu'ils savaient que la grandeur attire toujours des mains trop rapides. Alors, ils ont placé la cité là où elle serait difficile, là où elle résisterait longtemps, là où elle resterait, pendant un temps, à l'abri de la transformation la plus dangereuse. La transformation en simple décor. Et aujourd'hui, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut être ceux qui consomment ou ceux qui rencontrent? Rencontrer un lieu, c'est accepter qu'il te transforme un peu. Même si tu n'as pas toutes les réponses. Même si tu ne peux pas prouver ce que tu as ressenti. Même si, quand tu rentres chez toi, personne ne comprend pourquoi tu en parles autrement que comme d'une attraction. Alors, je te repose la question, mais avec une nuance. Si Machu Picchu te donnait 1 minute de vérité, est-ce que tu serais capable de ne pas la convertir en contenu, de ne pas l'utiliser comme une arme dans un débat, de ne pas en faire une preuve que tu as vécu quelque chose de plus grand que les autres, ou est-ce que tu pourrais simplement la porter, comme on porte une braise sous une cendre, discrètement, pour que ça chauffe encore longtemps après la fin du voyage? Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'à ce bord du monde, entre la pierre et le vide, entre l'eau et le ciel, entre ce qu'on peut expliquer et ce qu'on ne peut qu'approcher. Si ce récit t'a donné envie de regarder autrement les lieux célèbres, de te demander ce qu'ils deviennent quand on les avale trop vite, quand on les transforme en produits, quand on les découpe en faits intéressants, alors on a vraiment fait quelque chose ensemble. Et maintenant, c'est ton tour. Dis-moi en commentaire quel endroit ou quel mystère tu veux qu'on explore ensuite. Un lieu fermé? Une île interdite? Une bibliothèque qu'on ne visite jamais? Un désert qui avale les traces? J'ai envie de savoir ce qui, toi, te fait lever les yeux. Et surtout, réponds à cette question, sans chercher la bonne réponse. Qu'est-ce qui, pour toi, est le vrai secret de Machu Picchu? Est-ce sa disparition sans bataille? Son génie d'ingénierie qui tient encore contre la montagne? Le fait qu'on ne connaisse même pas son nom d'origine avec certitude? Ou ce silence étrange, ce calme presque trop dense qui te fait sentir, une seconde,
que l'histoire n'est pas finie, qu'elle attend juste qu'on apprenne à l'écouter. N'oublie pas, certains secrets ne sont pas cachés parce qu'ils ont été enterrés, mais parce qu'ils demandent un autre regard, et peut-être aussi une autre vitesse. À la prochaine.